Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Je serai pour le point d'actualité en compagnie de Martial Descoutures, analyste financier spécialisé santé chez Oddo BHF. Et puis je recevrai successivement Stéphane Altabat, Chief Operating Officer de Genomic Vision, et Alain Moussy, cofondateur et directeur général d'AB Science, le Journal des Biotech. C'est parti. Et pour notre point d'actu, je suis en compagnie de Martial Descoutures, analyste financier, spécialiste santé chez Oddo BHF. Bonjour Martial. Bonjour. Alors, avant même, on va en parler forcément de ce coronavirus qui agite la planète en général et la planète finance en particulier. J'avais quand même, avant qu'on fasse avec vous un point sur le secteur de la santé actuellement. Ça avait commencé très fort l'année 2020, notamment pour les biotech. Je ne sais pas ce que ça a donné pour les large cap. Quelle est votre vision de ce secteur en ce moment ? Au sein de Oddo BHF, pour le coup, on est clairement positif sur le secteur de la santé. Alors je vais dire le secteur de la santé au sens large, donc c'est vraiment Big Pharma et Biotech, où on pense qu'on est actuellement en train de revivre vraiment une mutation du secteur en fait, qu'on a pu voir ces derniers trimestres avec soit des résultats cliniques, en fait une R&D qui produit et qui délivre. Donc là, je pense notamment à la thérapie génique, à la thérapie cellulaire. Donc même pour des grands groupes, Martial, Même pour les grands groupes. Et ce qui est extrêmement profitable pour le côté boursier, c'est que justement les médicaments qui sont tirés de cette R&D délivrent maintenant d'un point de vue commercial. Donc ça se voit dans les résultats. Ça se voit dans les résultats, une amélioration de la marge. Et ceci confère à finalement avoir une stratégie des grands groupes pharmaceutiques qui change pour finalement se recentrer sur de la pharma de spécialité. Il y a encore 10 ans, on était sur de la pharma diversifiée. Aujourd'hui, on peut se permettre de se recentrer sur de la pharma de spécialité du fait de cette R&D. Quels grands groupes ont fait cette mue, cette transformation ? Alors, je pense notamment à Novartis. On a eu la sortie de Alcon chez eux pour se recentrer sur de la pharma. Un des meilleurs exemples est peut-être finalement GSK, qui a annoncé, alors que je ne me trompe pas en termes d'années, mais de fin 2018, leur JV en OTC avec Pfizer. Donc leur joint venture. Leur co-entreprise. Exactement. Ouais. Et ils ont annoncé dans le même press release que finalement, ils décidaient 3 ans après cette JV d'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va construire un acteur. Mais le pipeline de GSK et son retour notamment en oncologie permet de finalement faire croître la partie pharma de spécialité pour se recentrer et donc vraiment sortir la partie pharma plus mass market ou en tout cas consumer dans ce cadre-là. Donc une transformation qui commence à se voir sur les résultats financiers des Big Pharma et puis on peut le dire en bourse, un début d'année qui avait quand même été, notamment sur le marché français, assez porteur pour les biotech. Tout à fait. Alors après, il peut y avoir bien entendu quelques petits vents contraires qu'on peut avoir sur le secteur. Vous en parliez tout à l'heure en introduction avec la Chine, notamment le coronavirus. On aura en fin d'année... on se dit pourtant, Martial, tiens, finalement, le coronavirus, c'est peut-être le moment de redécouvrir tout l'attrait des valeurs de santé, non ? On peut avoir ce raisonnement d'investisseur, se dire, finalement, il y a le coronavirus, j'achète du Sanofi. Tout à fait. Alors en fait, je pense qu'il y a 2 aspects spécifiques. Le premier, c'est de jouer vraiment la partie santé défensive du secteur. Alors oui, on a une décorrélation par rapport au marché boursier, et c'est plutôt... c'est un secteur qui est à la base défensif et en parallèle d'être beaucoup plus agressif sur les marchés et de viser des sociétés, soit des biotech, soit des large cap, qui travaillent justement sur la prochaine étape, soit pour un vaccin prophylactique, je pense notamment à Moderna, on pourrait y revenir par la suite, ou même à Sanofi, ou sur des thérapies, des médicaments thérapeutiques. Alors justement, on va en reparler tout de suite de Moderna, un biotech qui est dirigé par un Français, Cocorico, Stéphane Bancel, et puis qui a un premier lot, visiblement, de vaccins expérimental contre le coronavirus, développé en 42 jours. Alors, le cours a flambé, il faut qu'on achète tous du Moderna. Alors c'est tout à fait exact. C'est une des sociétés finalement qui a le plus rapidement répondu à la problématique actuelle. Et finalement, c'est cette plateforme d'ARN, d'ARN messager, qui permet justement d'arriver à avoir un vaccin prophylactique en 42 jours, c'est juste exceptionnel. Et donc ça va être le premier lot clinique a été donné. On aura le premier patient qui devrait rentrer en phase 1, donc en partie sécurité à partir du mois d'avril. Cette partie-là, c'est vraiment exceptionnel et c'est très difficile pour un acteur du vaccin, c'est même impossible aujourd'hui, d'arriver aussi vite en termes de fabrication et de lot clinique potentiel. On a eu
pardon. Enfin, on a eu notamment un Sanofi, par exemple, qui avait fait l'acquisition de... C'était Protein Science en 2017. Où, pareil, alors eux, pour le coup, ils travaillaient sur les protéines en tant que telles. Ils pourraient potentiellement, il y a eu un accord qui a été fait en fin de semaine dernière avec les autorités de santé américaines, essayer de conduire par la suite un vaccin prophylactique également. Mais bon, ça, ce sera un traitement plutôt pour l'année prochaine, si je comprends bien, le vaccin de Moderna, si tout va bien. Et c'est vraiment prophylactique, il n'y a pas du tout de thérapie à proprement parler. Comment on fait quand on est investisseur? Parce qu'effectivement, il y a des cours qui ont explosé. Alors on pense sur le marché français, on a notamment des spécialistes du test de diagnostic, on pense à Novacite aux États-Unis, on a des groupes aussi qui ont fortement progressé. On sait que des acteurs de référence comme Gilead sont en train de bosser sur le traitement, sans vouloir être comme ça un petit peu... comment on va pouvoir chercher un petit peu les groupes les mieux placés sur peut-être les traitements du coronavirus? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à faire ou est-ce que ce n'est pas forcément pertinent? Alors, je pense que d'un point de vue intellect et de positionnement, c'est extrêmement pertinent de regarder en tout cas, et même de regarder plus largement la problématique de la Chine. On a pu voir la semaine dernière la décision de Sanofi de sortir une partie de son business à partir de 2022 sur les principes actifs. Exactement, les API, donc une partie des usines, enfin il y a 6 usines européennes chez Sanofi qui potentiellement pourraient sortir à horizon 2022 du giron de Sanofi. C'est dans un but justement d'être en parallèle du marché chinois sur le principe actif. Le plus gros du marché en principe actif vient du marché de la Chine. Oui, parce qu'on l'a vu, il y a eu des ruptures de stock dans des médicaments et on s'est rendu compte à l'occasion du coronavirus qu'on était finalement très dépendant de l'Asie pour les principes actifs de médicaments. Tout à fait. Alors après, ça dépend vraiment des différents produits, des différents acteurs. Il y en a qui sont beaucoup plus dépendants que d'autres. Pareil, je continue sur un Sanofi, mais c'est français, donc c'est peut-être un exemple là-dessus. Seulement 6% aujourd'hui des principes actifs du groupe proviennent de l'Asie. C'est évident qu'on pourrait avoir d'autres sociétés qui seraient plus dépendantes, en tout cas, de la partie asiatique. Donc ça, pour vous, c'est un mouvement intéressant pour Sanofi de coter cette entité à terme? Alors oui, il y a un désengagement sur une introduction en bourse, je crois que c'est un peu ce qui est dans les tuyaux. Alors, c'est pas forcément des engagements. Ils ont maintenu 30%, je crois. Oui, 30%. Ils maintiennent le partenariat, justement avec une volonté d'un partenariat pour permettre justement le bon développement à court terme de cette future entité. Donc, il n'y a vraiment pas en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas aucun désengagement de la part de la société. Et c'est plutôt même une opportunité, à mon sens, pour ces usines d'être vraiment à part et de pouvoir de donner l'opportunité à d'autres acteurs de travailler avec cette nouvelle entité qui était aujourd'hui très dépendante de Sanofi et dont 50% de son activité était essentiellement pour faire de la matière première pour Sanofi. Bon, on va oublier 5 minutes le coronavirus, on va se recentrer sur les biotech notamment. On attend tous, j'imagine, Genfit et ses résultats de phase 3 avec l'élafibranor dans le cadre de la NASH. Il y a d'autres, peut-être quelques mots déjà sur cette actualité. Et puis, y a-t-il d'autres rendez-vous marquants dans les mois à venir? Alors, en tout cas, que le principal fait, c'est celui-là. pour la biotech au sens large, européenne et française, et même mondiale sur le marché de la NASH, qui est quand même bien vu, et c'est Genfit. Ça on aura l'occasion, je pense, d'en discuter à d'autres occasions. Mais c'est certain que le prochain catalyseur pour l'ensemble du marché reste Genfit. Alors, on a eu l'annonce il y a quelques jours, semaine du décalage des résultats. On les attendait courant mars. Finalement, ça devrait être plutôt courant avril. C'est inquiétant ça, Martial, ou pas? Non, c'est pas inquiétant en tant que tel. Ça a été plutôt même bien expliqué par le management. Il y a une volonté, il y a eu des discussions qui avaient été réalisées du fait de leurs conditions particulières qu'ils ont avec la FDA, donc de pouvoir discuter avec eux et de potentiellement rajouter un critère secondaire à leur étude. Par contre, le critère primaire reste à l'identique, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas du tout. Soit ça marche. Ajoute des informations au final. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est soit ça marche pas. Sur le papier, ça restera toujours à l'identique. Soit il y a une résolution de la NASH, soit il n'y en a pas. Donc, dans tous les cas, ça restera identique. Le but ici, c'est d'avoir un critère secondaire qui, si ça marche le médicament, permettra d'être plus différencié par rapport à la compétition future. Si ça marche pour Genfit, ce sera peut-être un catalyseur général pour le secteur de biotech en France?
Oui, je pense. Alors, en particulier pour GenFit, ça c'est évident, qui pourrait être totalement crédible en termes de cible par la suite voilà, ou de partenariat. Dans tous les cas, voilà, il y aura un sujet même pour atteindre le marché par la suite. Et pour l'ensemble du secteur, c'est évident, hein, une phase 3 qui va réussir, voilà, qui permettrait de crédibiliser la biotech française, la biotech européenne et même le marché de la NASH. Hein, finalement, on n'a aujourd'hui qu'un seul acteur qui a eu des résultats positifs en phase 3, celui d'Intercept. Exactement. Bon, eh bien, très bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Martial Descoutures. Merci beaucoup. Ce point d'actu est terminé désormais, c'est l'interview dans le journal des biotech. Et je reçois sur le plateau Stéphane Altaba, Chief Operating Officer de Genomic Vision. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, Genomic Vision, c'est cette biotech introduite en 2014. Et en première question, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette technologie très spécifique de Genomic Vision, le peignage moléculaire, cette capacité à détecter les grands arrangements génomiques. Pour quelle application, pour quels besoins concrets dans la recherche, pour les industriels ? Oui, en effet. Donc, Genomic Vision, c'est une société de biotechnologie qui développe des produits basés sur l'intelligence artificielle et sur une technologie qui est propriétaire qui permet de visualiser l'ADN. Donc, cette technologie, en 2 mots, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais permet donc de peigner l'ADN sur des lamelles. C'est-à-dire qu'on le déplie, c'est ça? On le met à plat? Voilà, absolument. Un petit peu comme les algues sur une plage quand la marée se retire. Voilà. Donc vous avez ces molécules d'ADN qui sont alignées, qu'on peut ensuite marquer et qui permet de voir, grâce à un microscope à épifluorescence, qui permet de voir les grands réarrangements, comme vous le dites, ou en général toutes les modifications d'une certaine taille qui peuvent avoir lieu de manière naturelle dans le cas de maladies génétiques, malheureusement, je dirais, ou alors de manière artificielle dans le cas de génie génétique, de manipulation génétique. Et alors, en quoi c'est intéressant, ça, justement, dans ces différentes applications? Alors, on en vient justement à nos 3 domaines d'activité qui correspondent chez nous à 3 business units. La première, c'est le diagnostic de maladies génétiques. Donc, identifier des maladies grâce à notre technologie. Voilà, absolument. Le deuxième, c'est de pouvoir contrôler le génie génétique, c'est-à-dire avoir l'œil qui permet de voir si une manipulation génétique a été bien faite. Ça peut être par exemple, dans le cadre de production de biomédicaments, de voir si une bactérie ou une cellule a été bien modifiée génétiquement, comme il le fallait. Et également, donc dans le domaine, je dirais, de l'oncologie et du vieillissement, grâce à notre test particulier qui permet de visualiser et d'acquérir des données sur la réplication de l'ADN, de pouvoir suivre ce mécanisme et de pouvoir avoir des tests pertinents en oncologie et dans le domaine du vieillissement. Alors peut-être que l'actualité va nous éclairer un peu plus précisément, concrètement sur ce que vous faites. Vous avez le mois dernier vendu une machine au Dana-Farber, donc qui est un institut anti-cancer lié à la Harvard Medical School à Boston. Dans ce centre anti-cancer, à quoi va servir votre machine de peignage moléculaire qui s'appelle Fiber Vision? Voilà, quelle va être sa fonction? Qu'est-ce que vous allez apporter aux médecins qui travaillent là-bas? Alors, je dirais que c'est un peu plus que vendre une machine. C'est une discussion très intéressante que nous avons donc, avec le Dana-Farber, donc le Harvard Medical School, et en particulier les professeurs Chaudhury et d'Andrea, sur leur vision qu'ils ont de l'oncologie. En fait, aujourd'hui, il existe un problème qui est fondamental, qui est celui de la résistance à un certain nombre de composés en chimiothérapie notamment. On prend l'exemple des PARP inhibiteurs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais aujourd'hui, le patient peut développer rapidement des mécanismes de résistance à un certain nombre de médicaments en oncologie. Et donc, la conclusion du professeur d'Andrea, c'est de dire les tests structuraux, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui est NGS, c'est-à-dire simplement le décryptage de votre génome, les mutations que vous avez éventuellement dans vos cellules ou dans les tumeurs, ne sont pas suffisantes pour pouvoir prédire la réaction d'une tumeur, d'un patient à un traitement. Il faut un test fonctionnel, un peu plus compliqué, comme si on vous avait passé un test, pour vous dire, effectivement, est-ce que vous allez être sensible à ce médicament ou pas. Et c'est précisément ce que nous avons proposé, et c'est ce que le professeur d'Andrea a montré dans ses récentes publications avec le professeur Sarah Hill, c'est-à-dire qu'en mettant en œuvre le test de réplication de Genomic Vision dans les cellules,
on peut prédire, améliorer la prédiction. Ouais. voilà, prédire tel ou tel médicament. Alors, on parle de médicaments, soit des médicaments qui existent couramment, qui sont même génériqués, des fluoropyrimidines, des sels de platine. Des chimiothérapies. Ouais. Des chimiothérapies, des agents intercalants classiques qui agissent sur le cycle cellulaire, ou alors pour la découverte de nouveaux médicaments. Et sélectionner, avoir un screening qui nous permet de sélectionner les médicaments en fonction de leur réponse, de la réponse que donne la réplication sur ces médicaments. Alors, Aaron Ben-Simon était sur ce plateau il y a à peu près 1 an et il évoquait avec nous l'intégration de Genomic Vision au sein d'un consortium, le NIST, où je crois il y a une 30aine de sociétés qui étaient évaluées. Donc ça se passe aux États-Unis. Je crois que d'ailleurs Genomic Vision était la seule société française, ou l'une des seules, il nous avait dit à l'époque. Et là, il y a un communiqué qui est tombé récemment et je pense qu'on va vraiment avoir besoin de vous pour l'expliciter, puisque dans ce communiqué, on apprend que Genomic Vision utilisera son test de contrôle qualité pour, et là il faut s'accrocher, la détection des variants de taille moyenne à grande exprimés dans les cellules comme témoins. Je sens que c'est important, mais il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi. Je vais essayer. Déjà, le NIST, c'est le National Institute for Standards and Technology. C'est une énorme institution des États-Unis. Pour donner un exemple, c'est l'institut qui a fait toutes les expertises sur les événements du 11 septembre aux États-Unis, sur l'effondrement des tours. C'est-à-dire que c'est un institut qui vraiment sert de référence pour tout ce qui est mesure, pas simplement évidemment dans le domaine de la biologie ou dans la médecine, mais dans tous les domaines, matériaux, informatique, etc. Et donc, ce NIST va proposer dans notre domaine, et ce qui nous intéresse c'est plutôt la FDA, donc les autorités d'enregistrement aux États-Unis, va proposer des tests et dire, voilà, ce test nous paraît pertinent et peut devenir un standard, une référence pour tester un médicament. Pour rentrer dans un dossier d'enregistrement, un IND par exemple, on peut utiliser ce test-là. Et donc c'est pour ça que nous avons souhaité rentrer, effectivement l'année dernière, on était déjà en contact les années précédentes, dans ce groupe de réflexion, donc dirigé par Samantha Mara, que nous connaissons bien, et elle nous a demandé de participer. Il y a effectivement 33 participants à ce groupe de réflexion, où on discute globalement de l'édition du génome. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de créer les standards dans l'édition du génome. Comme vous le savez, il n'y a pas encore vraiment de médicaments dans ce domaine-là, et il faut déterminer quels seront les bons outils qui permettront de sélectionner les médicaments et de les valider en quelque sorte. Ça voudrait dire que demain, peut-être, si la thérapie génique se développe, il y a des médicaments qui arrivent, notamment dans ce domaine, et on peut imaginer d'autres, et que votre test est reconnu comme valide, il pourrait être obligatoire pour une société d'avoir un test Genomic Vision, en tout cas reposant sur la technologie de Genomic Vision pour faire une demande d'enregistrement. Ça peut être ça l'avenir ? C'est effectivement notre objectif. On ne va pas remplacer les méthodes du type NGS, mais comme le dit la FDA et le NIST, nous pouvons être une méthode orthogonale qui permettra de confirmer ou d'apporter plus d'informations sur une modification génétique. Sur son efficacité, sa pérennité. Sur son efficacité, sur sa pérennité, sur le fait qu'un patient à qui on a introduit une cellule génétiquement modifiée conserve le même génome, la cellule modifiée ne l'est plus, etc. Alors, on a parlé de prédiction, on a parlé un peu de contrôle qualité. Il y a une troisième actualité qui nous permet aussi de parler du métier historique de Genomic Vision, qui est le diagnostic. Vous avez intégré le GIPTIS, donc une fondation dédiée aux maladies génétiques rares à Marseille, qui va utiliser votre technologie. Là, l'enjeu, quel est-il pour Genomic Vision dans ce partenariat ? Alors, je pense, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Genomic Vision s'est fondé et a commencé ses activités commerciales dans le domaine, et scientifiques, dans le domaine du diagnostic génétique. Donc ça reste un domaine historique dans lequel nous avons fait nos preuves dans un certain nombre de maladies, notamment FSHD, dans lequel nous continuons à nous développer, notamment en Chine avec le partenariat avec Amcare. Également avec le professeur Lévy, qui est un des créateurs de GIPTIS, pour le FSHD. Alors, GIPTIS, c'est quoi ? C'est un institut de génétique qui a pour vocation, je dirais, de couvrir la zone méditerranéenne. Quelques chiffres, les maladies rares génétiques en France correspondent à peu près à 3 millions de patients. Dans le bassin méditerranéen, c'est 50 millions de patients. Et donc, diagnostiquer, éventuellement guérir, il y aura un hôpital qui y sera associé. Et donc, le GIPTIS estime que notre outil est un outil important pour un certain nombre de maladies génétiques rares, pour pouvoir les aider à les diagnostiquer et éventuellement à les guérir. Je reviens là-dessus, comme FSHD permet de compter un nombre de copies
de séquences répétées dans le génome à des endroits très particuliers. Il y a un certain nombre de maladies rares qui sont un peu basées sur le même principe. Donc nous travaillons aujourd'hui, mis à part la maladie FSHD, également sur d'autres maladies qui sont un peu sur ce même principe. Compter et pouvoir quantifier, mesurer précisément sur des endroits particuliers du chromosome, d'un chromosome donné ou du génome, des séquences répétées. Pour certains types de maladies génétiques, c'est votre technologie plus qu'une autre, même peut-être la seule qui va permettre de poser un diagnostic. Séquences répétées, grand réarrangement. Pour les actionnaires historiques de Genomic Vision, il y avait un partenariat avec Quest sur cette activité historique du diagnostic. On en est où aujourd'hui? Le partenariat avec Quest existe toujours. Je dirais, il est un peu en dormance aujourd'hui. Sommeil, voilà. Ce qui ne nous empêche pas de continuer d'être très, très actifs. Quest a toujours les droits pour le test FSHD aux États-Unis. D'accord. Alors, il y a les tests avec Quest, mais il y a aussi, vous avez entre-temps développé des tests maison, FSHD, vous en avez parlé également pour le HPV. Est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur l'état des lieux des tests de diagnostic maison de Genomic Vision aujourd'hui dans ces deux pathologies? Effectivement, FSHD, donc, on poursuit notre développement, c'est un produit, je dirais, qui est mûr. Et je ferai c'est Quest aux États-Unis, mais vous avez les droits, notamment en Chine. Et c'est vous qui le développez directement en Chine, notamment. Juste peut-être une petite digression sur les produits, c'est important. Je pense que pour revenir au basique, on souhaite faire du chiffre d'affaires, évidemment, comme c'était commercial. En 2020, nous allons nous concentrer tout particulièrement à faire des produits et des services. Pour revenir au basique, le chiffre d'affaires se fait au travers de la vente de produits et de services. Donc c'est important de se concentrer dessus, de faire des produits, des nouveaux produits, une gamme de produits, offrir à nos clients une gamme de produits qui permettent d'engranger et de générer du chiffre d'affaires. Ceci étant, donc on a FSHD qui est un produit, je dirais, relativement mûr, bien connu, et que nous implantons dans différents hôpitaux en Europe et à l'étranger, notamment en Chine. Nous avons, et je pense que ça a été l'objet d'une press release fin d'année dernière, une collaboration en cours avec le laboratoire, l'université d'Essen, sur une maladie qui est une forme d'épilepsie familiale, FAME, aussi un peu dans cette problématique de compter des motifs répétés, qui peut être aussi un débouché intéressant, qui peut être à l'origine d'un produit. Et également, nous explorons dans l'ALS, dont la sclérose latérale amyotrophique, un certain nombre de patients qui ont aussi qui ont une caractéristique particulière au niveau de leur génome et qui sont malades à cause de répétitions. Donc, encore une fois, on est dans le domaine du diagnostic in vitro, dans des niches de maladies rares génétiques, mais qui peuvent être tout à fait intéressantes. Tout à fait intéressantes, pourquoi? Parce qu'elles résolvent un problème médical qui existe, et donc permettent de diagnostiquer des maladies qui ne peuvent pas l'être par ailleurs, ou alors qui s'adossent éventuellement à un traitement médical relativement élevé et qui permettent de diagnostiquer clairement si tel ou tel malade l'est effectivement à cette pathologie, et donc d'administrer un traitement qui peut être très cher dans le cas de maladies rares. Stéphane Altaba, les gens qui nous écoutent se disent c'est super, il y a du diagnostic, cette activité historique dans des niches, il y a l'annonce de partenariats prestigieux, on voit que la technologie commence à être reconnue, il y a aussi des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, on peut citer AstraZeneca, Sanofi, et en même temps, je vous avoue, pour l'investisseur particulier, c'est sans doute un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans en disant finalement comment tout cela s'articule, quelle est la stratégie, je vais le dire, business derrière cette technologie qu'on sent prometteuse. Alors, je vais essayer de vous expliquer et de vous convaincre. Simplement, comme si j'avais 6 ans. En fait, donc, Genomic Vision, c'est quoi? C'est une technologie au départ. La technologie du peignage moléculaire, une technologie propriétaire. Donc, il a fallu faire, je dirais, feu de tout bois pour essayer de trouver les applications ou l'application qui est la bonne application, je dirais. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, en 2020, nous avons en face de nous, et c'est encore une fois symbolisé par ces 3 business units que nous avons en interne, on a 3 applications qui sont pour nous les bonnes applications. Encore une fois, les applications diagnostic in vitro, les applications en oncologie et en vieillissement, et les applications dans tout ce qui est contrôle qualité du génie génétique. Ces applications ont des marchés et nous adressons ce marché avec des produits que nous avons développés et que nous sommes en train de développer. Peut-être que vous faites allusion à nos partenariats et à notre business model. Quel est le business model de Genomic Vision? Ou je dirais, vers quoi on souhaite aller? Comment tout ça s'articule? Comment ça s'articule? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde ce que nous vendons, de quoi est fait notre chiffre d'affaires, il est fait d'un peu de licences, il est fait de vente de machines, de consommables, de kits et de services. Bien, comment tout ça... Alors, c'est assez simple, je dirais. Le service. Nous ne sommes pas une société de services par vocation.
Nous faisons du service pour 2 raisons. La première, c'est pour pouvoir permettre à nos clients potentiels de tester notre technologie, qui est comme une technologie relativement nouvelle, complexe et qui nécessite une certaine technicité, pour pouvoir les convaincre, en l'occurrence, d'acheter notre machine, pour pouvoir le faire eux-mêmes. Première chose. Deuxième chose, le service permet également de pouvoir rentrer, dans notre cas, c'est plutôt dans la R&D, donc de sociétés privées, de sociétés pharmaceutiques, comme vous le disiez, de pouvoir sélectionner des méthodes, des médicaments au niveau de la R&D, et ensuite, par la suite, notamment en génie génétique, de pouvoir monter en grade, et je dirais, aller dans le domaine clinique, et ensuite dans le domaine thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va aller du service, je dirais, classique à un service premium, récurrent, à haute valeur ajoutée, qui va aller jusqu'à le test de patients. Alors, je ne vais pas vous dire que Génétique Vision va se transformer en un hôpital demain. Donc, le plus probable pour nous aujourd'hui, c'est de dire nous avons fait les preuves de concept dans ces différentes applications. Je pense que demain, 2020-2021, vont être les années durant lesquelles nous allons pouvoir céder des licences dans ces différentes applications qui vont permettre aux spécialistes dans les domaines, et donc peut-être les hôpitaux, peut-être les industries pharmaceutiques ou de l'édition du génome, de pouvoir acquérir le droit d'utiliser ces technologies pour pouvoir les développer dans leur domaine d'expertise. Et d'acquérir vos machines. Et d'acquérir accessoirement nos machines. Je dirais, c'est pas, bien sûr, acquérir nos machines, mais je dirais c'est un effet par rapport à la licence ou par rapport à ce qu'on attend d'un partenariat stratégique. Comment la vente de licence, c'est quand même votre objectif principal. Bien sûr. Voilà, entre service et licence, c'est les licences l'avenir. Et le service, le marchepied, je dirais ça. Un petit point peut-être financement pour terminer. Il y a eu, je crois qu'il reste à peu près 1 million d'euros de trésorerie à la fin de l'année. Il y a eu un tirage d'une ligne d'1 million récemment, en février. Quelle visibilité ça vous donne pour les mois à venir ? Nous avons une visibilité environ fin d'année 2020. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cette période ? C'est peut-être la question qui me brûlait les lèvres. Pierre, oui. Vous parlez de partenariat stratégique. Voilà. Comment on finance la suite ? Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec un certain nombre de partenaires. On cherche des partenaires financiers. Et puis, la solution qui paraît la plus évidente aujourd'hui, celle qu'on recherche, c'est effectivement avoir un partenariat stratégique avec un partenaire industriel qui aura un intérêt pour notre technologie, éventuellement des licences de cette technologie, et qui éventuellement pourrait rentrer dans le capital de la société. Vous avez des partenaires déjà, AstraZeneca, Sanofi, l'américain Editas. Le partenariat dont on peut rêver pour demain, il est pareil, il est un peu plus structuré, un peu plus avancé, un peu plus financier ? Non, c'est effectivement un partenariat de ce type-là. Je pense que ce qu'il faut bien voir jusqu'en 2019, ce qui s'est fait, c'est ces preuves de concept avec, je dirais, des grands noms dans les différents domaines. Et c'est vrai que ça nous aide considérablement aujourd'hui pour montrer, je dirais, à des partenaires potentiels que notre technologie est éprouvée dans ces différentes applications par des champions dans le domaine. Transformer l'essai, quoi, un petit peu. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Stéphane Altava, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et je reçois sur le plateau Alain Moussy, cofondateur et directeur général d'AB Science. Bonjour Alain Moussy. Bonjour Laurent, bonjour Pierre-Louis. Alors, AB Science, c'est cette biotech centrée, je vais dire presque exclusivement autour du développement d'un produit, le masitinib, un inhibiteur de tyrosine kinase qui peut être utilisé dans des pathologies aussi différentes que l'asthme, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique. Moi, j'ai une première question peut-être toute simple pour les investisseurs qui ne sont pas familiers avec votre société. Comment ça marche ? Alors, le masitinib, donc notre premier produit, effectivement cible 2 cellules qui sont le mastocyte et le macrophage ou microglie, puisqu'il y a 2 noms pour la même cellule. Ce sont 2 cellules du système immunitaire inné, par opposition au système immunitaire adaptatif, où on parle plus de lymphocyte T et de lymphocyte B. Ces cellules ont été presque jamais, je dirais, recherchées ou ciblées par des médicaments, et nous, on a fait l'hypothèse que ces 2 cellules pouvaient avoir un impact très important et bénéfique si on les désactivait, dans des pathologies aussi diverses que ceux que vous avez cités. Mais en gros, il y a 3 domaines. Il y a un premier domaine qui est la neurologie
avec les maladies neurodégénératives. On a 3 pathologies à l'étude. Les maladies inflammatoires, ça c'est plutôt le mastocyte seul, je dirais, qui est très important dans les maladies inflammatoires, ça on connaît bien avec l'asthme notamment. Et puis l'oncologie, où ces 2 cellules jouent aussi un rôle négatif car elles sont recrutées par les tumeurs pour se transformer en tumeurs plus agressives. Donc c'est des hypothèses scientifiques que nous cherchons à valider à travers des données cliniques de plus en plus late stage avec des phases 3 actuellement positives. Alors le masitinib en fait désactive ces 2 agents du système immunitaire. Dans l'inflammation, dans la neurodégénérescence, c'est la même mécanique qui est en jeu ou finalement c'est des hypothèses scientifiques différentes? On peut éclaircir ce point. Alors, en fait, en neurologie, les 2 cellules vont avoir leur importance, c'est-à-dire microglies et mastocytes. On pense, alors déjà elles sont présentes, comme c'est le système immunitaire inné, elles sont présentes dans le cerveau, ce qui n'est pas le cas forcément des cellules du système immunitaire adaptatif. Donc elles interviennent en première réponse, je dirais, quand il y a une anomalie dans le cerveau, et on pense qu'elles contribuent à la dégénération et au handicap des maladies neurodégénératives. Donc ça c'est la première, je dirais, le premier mécanisme global. Dans les maladies inflammatoires, l'activation du mastocyte seul est suffisant pour créer des symptômes inflammatoires bien connus. Évidemment, en le contrôlant, ce mastocyte, on va réduire, contrôler les symptômes des maladies inflammatoires. Donc là, on a 2 pathologies à l'étude, la mastocytose et l'asthme. Dans l'oncologie, c'est encore très légèrement différent, même si ce sont les mêmes cellules, puisque les tumeurs, elles vont recruter ces 2 cellules pour se transformer en tumeurs plus agressives. Donc c'est différent, si vous voulez, bien que ça implique les mêmes cellules. Alors, l'actualité d'AB Science, c'est cette levée de fonds, 12,3 millions d'euros, qui se décompose en un placement privé, l'exercice de bons de souscription d'actions et une avance sur le crédit d'impôt hors recherche, dans des conditions de marché, on peut le dire, un peu épouvantables. Est-ce que c'est la preuve pour vous que les résultats récents qui ont été obtenus dans l'asthme en novembre et dans la sclérose en plaques en février sont un déclic important pour les investisseurs? Je pense que c'est une marque de confiance. Les investisseurs qui ont souscrit à cette augmentation de capital sont des actionnaires existants qui ont témoigné à travers cette augmentation de capital dans des conditions d'incertitude, puisque le coronavirus crée une incertitude au moins à moyen terme, toute leur confiance dans les résultats obtenus. Et ils veulent que, évidemment, on passe à l'étape d'après. C'est pour ça qu'ils soutiennent financièrement l'entreprise. C'est une marque de confiance, et c'est une marque de confiance pour le futur, je dirais, moyen et même long terme. L'idée aussi de s'adresser à des pathologies qui touchent énormément de gens, il faut le dire, donc peut-être un potentiel commercial aussi important. Tout à fait. Moi, je pense que les pathologies qui sont adressées par notre premier produit, le masitinib, sont des pathologies, je dirais, grand public. Dans les maladies neurodégénératives, on en fait 3 qui parlent au public. La première, c'est la maladie de Charcot. C'est la maladie où les milliardaires du monde entier, où les politiques, les gens d'influence, se sont mis des seaux d'eau. Renverser un seau d'eau glacé sur la tête. Un seau d'eau sur la tête pour éveiller l'opinion sur le besoin de médicaments innovants. Donc, c'est une pathologie, bien que rare, très très médiatisée, avec les stars du football et tous les sportifs. La deuxième pathologie, c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est rare, mais pas si rare. Il y a 2 formes de sclérose en plaques, et nous, on est sur les formes progressive de la sclérose en plaques, c'est-à-dire les formes où il y a un besoin très important de médicaments. Et puis la troisième, c'est Alzheimer, et là, évidemment, tout le monde comprend l'enjeu de société pour tout le monde, car on est tous concernés par la maladie d'Alzheimer. Donc on fait des maladies grand public, et l'asthme notamment. Je voulais revenir justement sur les 2 indications pour lesquelles vous avez publié les résultats cliniques les plus récents, donc l'asthme sévère, les formes sévères d'asthme, et la sclérose en plaques dans sa forme progressive. Dans ces 2 indications, l'asthme sévère avec le Dupixent de Sanofi et la sclérose en plaques avec l'Ocrevus de Roche, il y a 2 blockbusters qui sont arrivés récemment sur le marché, qui ont un succès commercial important. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un nouveau médicament? Et au vu des résultats que vous avez publiés, comment pourrait se positionner le masitinib dans ces deux maladies? Une question tout à fait pertinente, effectivement, puisque nous pensons à travers nos données cliniques que le masitinib peut se positionner là où les autres ne se positionnent pas. Alors on va prendre les 2 exemples, l'asthme sévère et puis la sclérose en plaques dans les formes progressives séparément. Dans l'asthme sévère, il y a eu dans les 5 dernières années 4 produits qui ont été enregistrés et qui ont changé la donne pour les patients. Ces 4
produit cible la même cible, hein, qui est en fait les éosinophiles, car on a observé que dans l'asthme sévère, il y avait à peu près 50% des patients qui avaient une augmentation du taux d'éosinophiles. Et donc, ces produits visent à faire baisser le taux d'éosinophiles et à limiter les crises d'exacerbation des asthmatiques. Et ça marche, en tout cas dans au moins 50%, pour 50% des patients. En revanche, il reste les gens qui, eux, n'ont... Voilà, l'autre moitié qui n'a pas un taux d'éosinophiles élevé et qui ne bénéficie pas de ces produits. Et c'est là où le masitinib peut avoir une utilité, puisque nous, à travers le ciblage du mastocyte, on n'est pas dépendant du taux d'éosinophiles, et c'est ce que montre notre étude. Donc ça, c'est très important. Un mécanisme quelque part qui est en amont, hein, en amont du processus inflammatoire. Oui, le mastocyte contribue très largement au phénomène inflammatoire et fibrosant que l'on voit dans l'asthme, et donc il est logique que en le contrôlant, on puisse avoir un bénéfice. Ce n'est pas évident qu'on ait un bénéfice suffisamment important. Là, c'est le cas, donc c'est significatif, donc c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est ce qui est intéressant. Voilà, mais surtout, c'est indépendant du taux d'éosinophiles, contrairement à ces produits biologiques qui, eux, visent que les patients qui ont un taux d'éosinophiles élevé. Donc ça, c'est la véritable innovation, je dirais, et sans doute le besoin à terme que pourra avoir le masitinib dans l'asthme sévère. Après, la sclérose en plaques. Il y a beaucoup de médicaments. Alors, et d'innovation. Absolument. Donc dans la sclérose en plaques, là, ce que je disais tout à l'heure, il y a deux formes de sclérose en plaques. Il y a les formes dites relapsing remitting, c'est-à-dire des crises récurrentes rémittantes en bon français. Récurrentes rémittantes en bon français, absolument. Récurrentes rémittantes, c'est 50% des patients. 50% des patients. Sur ces 50% des patients, il y a 16 produits enregistrés. Donc beaucoup de produits qui d'ailleurs ont à peu près les mêmes mécanismes d'action, c'est-à-dire on vise les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui est le système immunitaire adaptatif et non pas inné. Et puis il y a les 50 autres % de patients qui, eux, ont des formes dites progressives, c'est-à-dire il n'y a pas d'activité dans le cerveau et pour autant il y a un déclin du handicap, enfin une augmentation du handicap, sans pousser. Ce qui est tout à fait étonnant. Et pour ces patients-là, donc c'est quand même 50% des gens, eh bien, il n'y a que 1 ou 2 produits, tout à fait récemment d'ailleurs enregistrés. Et nous, on propose donc avec notre produit, c'est notre étude clinique, c'est ça, c'est sur ces 50% de patients. Et on a des résultats qui sont cliniquement significatifs que l'on discutera lors d'une conférence téléphonique auquel tout le public est invité et qui se passera ce vendredi à 17h30. Vous pouvez nous contacter pour y participer. Et donc nous expliquerons, plutôt pas moi, mais les leaders d'opinion expliqueront, tout l'intérêt de cibler le système immunitaire inné, qui est une véritable innovation dans la sclérose en plaques, et surtout pour ces formes progressives qui représentent un besoin médical très important. Bon, alors, le cours, il a déjà bien rebondi depuis le début de l'année. Peut-être pas autant quand je vous écoute que ce que ça laisse présager. Et en même temps, quand je suis un investisseur particulier, je me dis, bon, quelles sont maintenant les prochaines étapes? Est-ce que vous allez aller toquer aux portes des instances réglementaires pour demander une autorisation de mise sur le marché ou est-ce qu'il va falloir attendre encore, peut-être pas trop s'impatienter? Alors oui, on veut toujours effectivement avoir un rebond ou une appréciation très importante. Là, je pense qu'il faut être plus raisonnable, c'est-à-dire il faut bien voir les étapes qui vont suivre. Les étapes qui vont suivre, ce n'est pas un enregistrement cette année à travers cette première phase 3 positive, soit dans l'asthme, soit dans la sclérose en plaques. Il va falloir attendre encore un petit peu. Oui, le scénario le plus probable pour un enregistrement, c'est une deuxième étude, une deuxième donnée clinique qui viendra confirmer la première. En tout cas, c'est ce que nous disent les guidelines. On en discutera avec les autorités, mais c'est quand même le scénario le plus probable. En revanche, il y a un certain nombre de milestones qui, eux, vont arriver cette année, qui sont très importants et qui sont de nature à faire apprécier par le marché le titre. Il s'agit de la validation scientifique et de la validation réglementaire. La validation scientifique, c'est la présentation publique des résultats lors de conférences ou de publications, de manière à ce que la communauté se l'approprie et dise « Ah oui, ça c'est vraiment très bien ». La conférence téléphonique, le web call que l'on va avoir vendredi est une partie de cette validation, c'est ce qu'on appelle un endorsement, c'est-à-dire que les gens sont d'accord et disent « Ah oui, c'est bien ». Et il y aura effectivement des leaders d'opinion qui vont être là pour donner leur opinion. Et eux, ils ont eu accès à plus de data que n'a le public actuellement. Ensuite, il y a effectivement ce que j'appelle la validation réglementaire. La validation réglementaire, c'est... Juste sur ce point, pardon, je vous arrête, il y a quoi aussi? Vous allez participer à des conférences, vous allez publier dans des magazines de référence, et si oui, quand en fait? Tout à fait. L'idée, c'est ça, c'est de soumettre nos abstracts, c'est-à-dire les données de l'étude clinique,
aux conférences les plus importantes, internationales, européennes, américaines, et de les convaincre de nous prendre, et de nous prendre en bonne position. Donc c'est une validation à partir du moment où on est pris, et les données vont devenir publiques et seront tout à fait crédibles et tout à fait reprises par le marché. Et ça, c'est quand? Je dirais, entre le mois de mai et le mois de septembre, en fonction des conférences. Et des annulations possibles avec ce qui nous arrive en ce moment. Voilà, on ne l'espère pas, mais sinon on les publiera. Sinon on les publiera. Et donc je reprends sur la validation réglementaire. Oui. La validation réglementaire, c'est les discussions avec les agences qui disent « ah oui, c'est bien ». Et on vous suggère de faire une deuxième étude, dont voici le design, et à ce moment-là, on est validé. Ça, c'est des informations que l'on rend publiques également et qui vont contribuer à faire, je l'espère, apprécier le titre. Ça, le verdict des agences réglementaires, c'est à quel horizon? Discussion dans les mois qui viennent, une fois qu'on a fait les rapports cliniques, je veux dire, de l'étude. Donc tout ça va se passer courant de l'année, probablement au milieu d'année. Alors, dans l'asthme et la sclérose en plaques, vous êtes sur de gros marchés. J'imagine que vous allez rechercher des partenaires industriels. Donc c'est ma première question. Est-ce que ce sera nécessaire? Et puis, est-ce que ce sera peut-être même nécessaire pour la fin du développement clinique, pour ces prochaines étapes, cette nouvelle phase 3, ou vous pensez pouvoir y aller seul? Alors, attention quand on prononce le mot partenaire, car le public, pour bien comprendre, on parle, en fait, il y a deux types de partenaires. Il y a le partenaire qui vous aide à faire le développement clinique et il y a le partenaire qui vous aide à commercialiser une fois que le produit est enregistré. Prenons la partie la plus facile, c'est-à-dire le partenaire commercial. Là, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes enregistré dans une maladie rare, il y a très peu de centres à contacter, et je dirais une petite société comme la nôtre, ou de moyenne importance, peut très bien garder ce commercial et donc faire plus de profit à terme. En revanche, quand on parle de pathologies grand public, comme Alzheimer, la sclérose en plaques ou l'asthme, là, il faut absolument s'associer avec un partenaire commercial de manière à pouvoir engendrer le plus de chiffre d'affaires le plus vite possible. Donc il y aura deux situations possibles. Après, la question du partenariat en développement clinique est tout à fait stratégique, ce n'est pas forcément nécessaire, et quand on le fait, eh bien, on a une licence, ce que l'on appelle une licence, mais on laisse ce que l'on appelle les royalties, c'est-à-dire une grosse partie de la valeur du produit. Donc là, il faut bien réfléchir, et surtout, il faut déjà avoir des offres et les négocier. Nous, ce que l'on pense, c'est que les deux dernières données cliniques dans l'asthme sévère et dans la sclérose en plaques, qui sont des maladies où beaucoup de big pharma, de sociétés pharmaceutiques importantes sont présentes, doit générer l'intérêt. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas dans l'asthme, mais on va bien voir avec la sclérose en plaques. On a beaucoup parlé de sclérose en plaques, d'asthme. Pour ceux qui ont suivi l'histoire d'Abessiance, Abessiance, au début, c'était la mastocytose et la sclérose latérale amyotrophique. Où est-ce qu'on en est dans ces deux pathologies? Alors, effectivement, on a deux études de phase 3 positives dans la mastocytose et dans la sclérose latérale amyotrophique. Pour enregistrer, il faut qu'on en fasse une deuxième et qu'elle soit effectivement positive. Donc, on en est à un stade où on va bientôt lancer ces deux études cliniques dont les résultats devraient arriver fin 2022. Sous réserve que ces résultats fin 2022 soient positifs, le produit doit être enregistré. Alors là, si je vous suis bien, là, ce sont des indications où vous pourriez commercialiser par vos propres moyens. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce n'est pas parce que les maladies sont rares que le chiffre d'affaires est faible. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans la rareté, il y a différentes je dirais, prévalences. Par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, c'est la plus prévalente des maladies rares. Donc c'est finalement un gros marché. Et puis le prix est généralement élevé et vient compenser un petit peu la rareté du nombre de patients. Et puis il y a le besoin médical, etc., et la complexité du développement. Donc on parle de marchés qui sont, en tout cas en ce qui concerne la sclérose latérale amyotrophique, au-dessus du milliard. Donc c'est tout à fait stratégique. Et il y a très peu d'acteurs finalement qui proposent des solutions innovantes. Et aujourd'hui, la phase 3 d'Abessiance avec le masitinib dans la maladie de Charcot est sans doute la phase 3 la plus large avec une donnée positive. Donc la maladie de Charcot, c'est la sclérose latérale. C'est la sclérose latérale 50 000 patients, hein, c'est ça à peu près, 50 000 patients entre l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, on peut donner un petit peu une forme de comparaison du nombre de patients dans les différentes pathologies que nous essayons d'adresser. Dans la mastocytose, on a une phase 3 positive, on parle de 10 000 patients entre l'Europe et les États-Unis. Dans la maladie de Charcot, donc la sclérose latérale amyotrophique, on parle de 50 000. Dans les formes progressives de la sclérose en plaques, où nous venons d'avoir une phase 3 positive, on parle de 500 000 patients, mais 10 fois plus. Et quand
on parle d'Alzheimer, on parle de 5 millions de patients concernés. Donc vous voyez, les enjeux augmentent avec les nouvelles à venir. Alain Moussy, on a parlé de cette augmentation de capital de 12,3 millions d'euros. Ça vous permet aujourd'hui d'être tranquille, d'avoir de la visibilité pour boucler tous ces dossiers importants? Alors, on sera vraiment tranquille quand on aura enregistré, donc on l'espère en 2022-2023. Entre-temps, on fait des augmentations de capital. La stratégie d'Abbé-Science, c'est de faire des petites augmentations de capital tous les 6 mois ou tous les ans, plutôt que de se diluer massivement. On pense qu'on protège d'ailleurs mieux l'actionnaire en faisant ça qu'en faisant des grosses dilutions, alors qu'on a des milestones importants avec, on l'espère, des phases 3 qui vont venir. Cette augmentation de capital de 12 millions fait suite à une autre augmentation de capital où on avait levé 10 millions au mois d'août. Et ceci nous permet d'attendre à peu près la fin de l'année. Et deux choses, on voudrait faire passer la crise du coronavirus, on espère que tout se terminera à peu près bien, mais normalement une grippe ça dure pas 12 mois. Et puis ça nous permettra de lire les milestones futurs, à savoir la maladie d'Alzheimer, la deuxième étude dans l'asthme, et sans doute une des 2 études en oncologie. Bon. Alors, juste peut-être pour terminer, un point sur cette étude dans Alzheimer, parce qu'elle arrive très bientôt, vous nous avez dit que ce serait pour le 2e trimestre de cette année. C'est une étude importante, il y a plus de 700 patients. Est-ce que ce sont des données qui pourraient servir à l'enregistrement du produit, ou est-ce qu'il faudra forcément, même si les résultats sont bons, repasser par une seconde phase 3 ? Alors, pour le public qui nous écoute, la maladie d'Alzheimer, c'est une des indications où il y a eu le plus d'échecs au monde, en dépit des moyens considérables qui ont été investis. Même les Big Pharma se sont cassés les dents. Voilà, et ont annoncé des arrêts de programme, etc. Bon, récemment, on a vu qu'effectivement, les collègues américains, avec une étude négative, une étude négative avec Biogen et une étude qui était négative mais qu'ils ont transformée en étude a priori positive, ont un dossier suffisant pour intéresser la FDA qui a accepté un potentiel filing, ce qui ne veut pas dire un enregistrement, mais en tout cas de regarder les datas. Donc c'est dire à quel point on manque d'études positives et qu'on est prêt sans doute à être un tout petit peu plus flexible parce que on s'aperçoit bien que c'est très très dur. Donc l'étude Abbé-Science qu'on va lire au 2e trimestre de cette année, si elle était positive, ferait date. Au vu des échecs naturellement. Est-ce qu'elle contribuerait à un enregistrement? Oui. Est-ce qu'elle serait suffisante pour enregistrer avec une seule étude? C'est pas ce que disent les guidelines, mais tout se discute. De toute façon, on préparait une étude confirmatoire. Mais au-delà de ça, je dirais, les enjeux sont tellement importants dans la maladie d'Alzheimer que ça serait une nouvelle très 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 importante sur le plan scientifique. Et encore une fois, n'oubliez pas, la stratégie médicale, scientifique d'Abbé-Science, à travers le masitinib, n'est pas de faire comme les autres. C'est-à-dire, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, ce que les Big Pharma ont ciblé, c'est les plaques de bêta-amyloïdes. Or, la réduction des plaques de bêta-amyloïdes, qui est effectivement l'efficacité de leurs produits, n'entraîne pas nécessairement une amélioration des symptômes ou un ralentissement du déclin dans la maladie d'Alzheimer. Et nous, on a fait l'hypothèse que les 2 cellules début de l'émission, mastocytes et microglies, étaient impliqués dans la maladie d'Alzheimer, au sens négatif du terme, et qu'en bloquant leur activité, on allait à la fois améliorer les symptômes et à la fois ralentir le déclin de la mémoire, des fonctions quotidiennes. Oui. Et on va en avoir bientôt le résultat, positif ou négatif, le cœur net, dans quelques mois. Vous êtes les seuls à avoir ciblé mastocytes et microglies dans Alzheimer? À ce stade, oui. Et on a fait donc comme on est très très innovant. Je crois que l'une des caractéristiques de l'entreprise Abbé-Science, c'est vraiment l'innovation, c'est-à-dire faire ce que les autres ne font pas, faire ce que les autres n'ont même jamais fait. Et donc, on n'a pas été, évidemment, on a été challengé sur cette hypothèse-là. Les 4 phases 3 positives que nous avons eues, et notamment les 2 dans les maladies neurodégénératives, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques, sont de très bon augure et viennent a priori valider la stratégie scientifique de l'entreprise. Bon, en tout cas, on comprend que l'année 2020 va être riche. Vous reviendrez faire un point avec nous, Alain Moussy? Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine édition.